Ok. خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم مرحبا بكم soyez les bienvenus dans votre studio consacré aux élections présidentielles, le studio des élections présidentielles anticipées 2024 en Algérie, votre espace politique de libre parole, de parole libre, de critique libre, d'analyse libre, des avis objectifs et indépendants qui vous permettront, je l'espère en tout cas, de vous forger votre propre opinion sur les dessous de cette élection présidentielle extrêmement controversée parce qu'on ne sait pas comment elle va se dérouler, on ne sait pas où est-ce qu'elle va aller, on ne sait pas comment elle va avoir lieu. Et justement, aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui hante l'esprit de plusieurs millions d'Algériennes et d'Algériens qui sont totalement désorientés. Mais qu'attend Abdelmajid Tebboune pour annoncer sa candidature à son deuxième mandat présidentiel qu'il a envie de briguer à travers l'organisation de cette élection présidentielle anticipée du 7 septembre 2024. Pour répondre à cette question, j'ai l'immense plaisir, franchement, l'immense plaisir et un grand honneur d'accueillir deux militants très sincères, deux personnalités qui n'ont jamais cessé de militer et d'analyser, de décortiquer l'actualité algérienne en dépit de toutes les difficultés auxquelles peuvent être confrontés des militants qui habitent à l'étranger, loin de notre chère mère patrie. Maïa Mohamed Bakir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait vraiment plaisir de te revoir. Merci pour l'invitation. Voilà, militant politique, ancien journaliste, sur les réseaux sociaux, les personnes qui te suivent te connaissent. Tu publies des chroniques avec une plume acérée, aérée. J'ai les qualificatifs langue, franchement, une très belle langue. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver et de parler avec toi. Et de débattre avec toi surtout. On va essayer. Et j'ai Lies Jubaili, qui est devenu un personnage qui a beaucoup de fans dans la diaspora algérienne, ingénieur économiste, auditeur dans sa vie quotidienne, c'est ça? Absolument. Et militant du Hirak, militant politique tout court, et qui était à côté de toutes les causes algériennes depuis le début de la crise politique de 2019. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie pour l'invitation, Abdou. Merci beaucoup. Voilà, notre débat va se dérouler dans une ambiance bon enfant, mais on ne peut pas quand même ne pas penser à la gravité du moment. La gravité du moment. Donc, je rappelle quelques faits. Jusqu'au 30 juin 2024, il y a eu 31 candidats à la candidature aux élections présidentielles. C'est-à-dire qu'il y a eu 31 individus, 31 personnalités qui ont retiré le dossier pour déposer leur candidature aux élections présidentielles anticipées. Le délai court jusqu'au 18 juillet. Le 18 juillet à minuit, la liste des candidats à la candidature aux élections présidentielles sera clôturée. Ensuite, l'autorité nationale indépendante des élections, sous l'égide de la Cour constitutionnelle, va nous donner la liste officielle des candidats qui ont été validés pour participer aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain, le 27 juillet au soir avant minuit. Donc, juste pour vous rappeler comment ça va se passer. Mais لحد الآن كما نقولوا احنا بالعربية لحد الآن خويا محمد تبون nous balade. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Alors, c'est un secret de polichinelle qu'il a envie de rester au pouvoir, puisqu'il se comporte de façon à ce qu'il reste au pouvoir. Alors, il a été à la nouvelle ville de Sidi Abdallah pour distribuer des logements. Il a été à la cérémonie militaire et la parade militaire de l'Académie militaire de Chercher, la foire internationale d'Alger. Il bouge, il occupe les terrains. À chaque fois, il parle, il fait des déclarations, il fait des promesses qui vont au-delà de 2024. Yani, le monsieur se comporte comme si il veut rester président, il a envie de rester encore, mais il ne déclare pas son intention ni sa candidature pour le deuxième mandat. Pourquoi, Khoya Mohamed? Qu'est-ce qu'il attend Tebboune? Et à quoi il joue selon toi? Tout un programme. Abdou, tu vas me permettre d'abord, avant de répondre à ta question, nous sommes à une journée particulière de l'histoire de notre pays. Nous sommes le 3 juillet. Donc le 3 juillet 2024, ça fait 62 ans que notre pays est indépendant. Le 3 juillet 62, un décret est passé dans le journal officiel français pour reconnaître l'indépendance du pays. Et le colonel Mohamed Oulhadj, à Sidi Frajmam, a descendu les couleurs françaises, les couleurs de l'entité coloniale, puisque s'il s'agissait ça sur le territoire algérien, pour lever les couleurs de l'État algérien. Donc c'est quand même une journée particulière, malheureusement elle n'a jamais été fêtée. C'est plus le 5 juillet qui est connu. Alors, pour des raisons, est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que les gens ne connaissent pas la véritable histoire. Parce que c'est la prise de Sidi Frajmam, c'était le 5 juillet. C'est une lubie de Ben Bella,
C'est une simple lubie de Ben Bella qui a considéré que les clés d'Alger ont été remises le 5 juillet par Day La Hussein. prise d'Alger en 1830. Voilà, en 1830. Donc, même si sur le plan de la légalité internationale, nous sommes indépendants depuis le 3 juillet 62, l'État algérien existe indépendant, l'État algérien indépendant existe depuis le 3 juillet 62. Nos couleurs nationales ont été levées le 3 juillet 62, justement à Sidi Fradj même. Mais Ben Bella a décidé que c'était le 5 juillet, soi-disant, pour boucler. Bon, c'est pas la seule chose. L'invention d'1,5 million de martyrs aussi, c'est Ben Bella avec ses amis égyptiens, alors que c'est des êtres humains. Sur l'histoire, on en reparlera. Oui, on aura largement le compte. Mais pour le moment, c'est les mythes de l'actualité qui nous inquiètent. Voilà, mais je te remercie pour ce rappel historique. Effectivement, voilà. il est instructif. Donc nous sommes le jour de l'indépendance de l'Algérie. Voilà, je voulais juste souligner ça. Après, sur l'actualité politique, peut-être qu'il faudrait qu'on s'entende sur les éléments du débat. D'abord, il n'est pas question, à mon avis, de discuter d'une élection. Il ne s'agit pas d'une élection. Personne, ni les gens qui sont derrière le rideau qui décident, ni les gens qui acceptent de jouer la comédie, les acteurs qui vont nous présenter, il y en a quelques-uns, hein, ne croient que c'est une élection. Et les premiers à ne pas savoir que c'est les premiers à savoir que ce n'est pas une élection, c'est les électeurs eux-mêmes, c'est les Algériens eux-mêmes. قال الجزائريين على بالهم اللي ماشي انتخابات. واش رانا نستناو؟ رانا نستناو قرار يقول لنا شكون اللي يحطوا في مركز يسموه رئيس الجمهوريه. avec tous les problèmes مع كل المشاكل المتعلقه بهذا الوضع. هل هناك رئاسه؟ هل هناك جمهوريه؟ هل هناك منظومه سياسيه يعني تتماشى مع المعايير العالميه الحديثه؟ ما كاش كاع هذا الشيء ما كاش. دونك واش رانا نستناو؟ رانا نستناو يفروها بيناتهم، يتفاهموا بيناتهم ويقولوا لك هاوليك اللي ديسيدينا. اسكو سي واحد على حسابك لو تبون n'a pas encore annoncé sa candidature parce que مازال ما فروهاش بيناتهم. مازال ما عطاولوش de consensus. مازال ما عطاولوش المال. بالك يعطوا له المال، بالك يدحوه له. سي بوسيبل. دونك يا با دو كونسنسوس على حسابك. وكل شيء ممكن. مازال ما فروهاش بيناتهم، يا با دو كونسنسوس. باين بلي مازال ما فروهاش بيناتهم. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ceux et à celles qui disent, mais bon, franchement, il se comporte déjà comme étant un président qui s'est déjà élu. La fameuse invitation par la France pour sa visite d'État, juste 2 derniers mois de son élection, ensuite il a changé la date des élections, donc ce sera après son élection, comme s'il était garanti de rester président. Ces promesses électorales qu'il est en train de faire sur le terrain, quand il parle à Khanjla, quand il parle à Cherchel, quand il parle à la Foire internationale d'Alger, quand il parle à Sidi Abdallah, il est en pré-campagne, il est en campagne déguisée, non déclarée. Il ne faut pas oublier que sa candidature a été annoncée par un ensemble de partis pilotés par Ben Guelina, dans laquelle il y avait le FLN, il y avait etc. Il y a pas mal d'autres partis. Voilà. Donc, elle a été annoncée. L'annonce à la candidature, cette annonce de candidature, elle n'a pas été relayée par les médias du système. Elle a été passée sous silence. Et là, on fait comme si elle n'a jamais existé. C'est-à-dire qu'on fait comme si عمرها ما صرات ونستناو قال est-ce qu'il va être candidat, est-ce qu'il ne va pas être candidat. القضية تاع la visite à Paris, c'est une énième tentative d'avoir une visite à Paris. Elle est parce que Paris est un acteur du jeu politique algérien. Paris n'est pas un acteur exogène, c'est un acteur endogène, ce qui veut dire que فرنسا تعرف في اللعبة السياسية الجزائرية، ما هيش خارج اللعبة السياسية الجزائرية. دونك تبون واش دار في المرحلة الأخرانية، واش دار؟ قال un appel téléphonique مع Macron et il met tout le monde devant le fait accompli. قال bon, j'ai eu un appel avec Macron, on a programmé une visite. Il a eu une réponse. C'est là où on voit que les choses ne sont pas tranchées. La visite, symboliquement, elle s'est faite quand? Elle s'est faite le 19 mars, le jour du cessez-le-feu. Le 19 mars, c'est au-delà elle était prévue. Non, elle a été programmée plusieurs fois et déprogrammée plusieurs fois. La première fois qu'elle a été programmée, elle a été déprogrammée, on lui a imposé, on lui a dit d'aller à Moscou. Il a été à Moscou.
Elle a été reprogrammée, n'a pas été réalisée. Et la dernière fois, donc, c'est la fameuse histoire de l'échange téléphonique où Macron a invité son ami Tebboune, c'est comme ça qu'il l'appelle, mon ami Tebboune, a invité son ami Tebboune pour qu'il vienne. Alors, reprenons un petit peu les choses. L'Élysée a fait fuiter des informations en disant que Tebboune est otage d'un système politico-militaire. Ça, c'était en 2021, en octobre 2021. Oui. Lorsque le Monde reprend ces informations-là, il ne les reprend pas à la légère. Même si un journaliste ramène une information. C'était le quotidien Le Monde à l'époque qui avait rapporté ce que Emmanuel Macron avait dit lors d'une réception organisée à l'Élysée au profit des jeunes d'origine maghrébine, etc. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette fuite organisée? Elle veut dire quoi? Elle veut dire que Macron dit clairement que moi, mon partenaire en Algérie, c'est Tebboune, et Tebboune n'est pas libre de ses mouvements parce qu'il y a les militaires qui le brident et qui lui imposent un certain nombre de choses. Donc moi, j'apporte mon soutien, parce que c'est un soutien qu'il lui a apporté. Tu dis que Tebboune est otage d'un système politico-militaire. Ça veut dire que Tebboune n'est pas le système est mauvais. Hein? C'est le système qui est mauvais, c'est pas Tebboune. Le système est mauvais. Et que Tebboune veut réformer le système. Déjà, le fait que tu dis Tebboune, Wali, il n'est pas président, niveau Wali. Pour ne pas être désobligeant. Ça ne l'a pas empêché de plaire à Macron. Ça ne l'a pas empêché de convaincre Macron, apparemment. Non, ça veut dire que c'est celui qui rentre le mieux dans l'agenda de Macron. Ça ne veut pas dire qu'il plaît à Macron. Ça ne veut pas dire qu'il est l'ami de Macron. Ça veut dire que dans la perception française, est-ce qu'il existe d'abord Tebboune? Pour être otage, il faut exister. Donc toi, Mohamed, si on comprend... Je viens de te dire c'est un wali. Ce qui veut dire que Tebboune n'a jamais été au-delà de wali, en termes de véritable pouvoir de décision. Selon ta lecture, si je résume bien, tu me corriges, il n'a pas encore déclaré sa candidature parce qu'il n'a pas encore reçu le feu vert de la déclarer, c'est ça? Ça veut dire qu'il y a encore... Toi, ta théorie, c'est qu'il y a un pantin. C'est un pantin. Est-ce qu'il y a, comme la majorité des gens qui sont dans cette présidentielle, il n'y a pas un nom qui est cité dans cette présidentielle qui n'est pas un pantin. Mais Tebboune est un pantin. Madame Louisa Hanoun est un pantin. Monsieur Aouchiche est un pantin. Comment il s'appelle? Madame Assoul est un pantin. Ils sont tous des pantins. On en parlera des autres. Attends, شكون فيهم يعني sérieusement قادر يشوف الناس هكذا وجه لوجه يقول أنايا راني في انتخابات ونقدر نربح. راني في انتخابات والبرنامج تاعي هو الأساس. راني في انتخابات وعندي مناضلين. وعندي مناضلين يقدروا يجيبوا لي 50,000 استمارة. On parlera de ces autres candidats. Mais pour le moment, c'est quand même Tebboune qui nous obsède. Parce que malheureusement, il a tous les pleins pouvoirs et que malheureusement dans notre pays, il n'y a pas de jeu démocratique. Et on présume, à juste titre, et l'histoire le démontre, que si un président sortant est candidat, c'est qu'il a eu la garantie de rester président. Maintenant, Khoyaliès, Mohamed Goulek Tebboune, c'est un pantin ou que les élections n'ont pas de légitimité. Mais il a ses partisans. Je peux citer des arguments de ses partisans. Non, le pays il est stable. On n'a pas, depuis le début de la guerre en Ukraine, et l'Algérie a fait des choix géopolitiques qui n'étaient pas vraiment désastreux. Elle n'a pas voulu normaliser ses relations avec Israël. Elle a eu raison. Regardez, les Israéliens sont en train de commettre des pires crimes contre l'humanité à Gaza, que les positions d'Algérie sont honorables. Sur le plan économique, ce n'est pas aussi catastrophique que ça. Il y a une petite relance qui est là, que les Algériens ne crèvent pas de faim, que le développement humain a toujours été maintenu. Finalement, pourquoi Tebboune ne devrait pas rester pour un deuxième mandat? Qu'est-ce qui devrait l'en empêcher? Alors, il n'y a pas de opposition en face, le Hirak s'est arrêté, les rues sont vides. Est-ce que, franchement, pourquoi Tebboune ne devrait pas faire un deuxième mandat? Qu'est-ce qui l'en empêcherait réellement sur le plan de la morale, sur le plan de l'éthique, Khoyaliès? Vas-y, reprends. Merci Abdou pour l'invitation. Ça me fait plaisir aussi que notre ami Mohamed soit parmi nous pour débattre de l'élection présidentielle en Algérie. Tout d'abord, je tiens à l'occasion de la célébration du 5 juillet, date de l'indépendance de l'Algérie, il y a une campagne qui aura lieu le jeudi 4 juillet, spéciale pour les détenus d'opinion. C'est l'idée qui consiste à publier les photos et inonder les plateformes des réseaux sociaux avec les photos des militants incarcérés en Algérie. C'est-à-dire chaque militant, chaque citoyen algérien qui veut vraiment
prendre cause de cette noble cause, parce qu'il ne faut pas qu'on les oublie, de publier les photos de militants, Tajadid, pas mal de militants, même des militants anonymes qu'on ne connaît pas. Donc il faut inonder les réseaux sociaux. Il faut que ça arrive jusqu'au régime de dire que nos compatriotes militants qui se trouvent en prison, ils font partie du peuple, leur combat, c'est le nôtre. Voilà. Donc c'est important, cette campagne qui aura lieu. Très bonne annonce, merci beaucoup pour l'initiative. Je t'en prie. Comme ça, franchement, il ne faut pas. D'ailleurs, on a fait notre studio consacré aux élections présidentielles. Nous parlons régulièrement des détenus politiques. Nous allons en reparler encore une fois. Et effectivement, c'est l'un des thèmes phares de cette élection. Comment peut-on organiser une élection présidentielle alors qu'on a plusieurs centaines de détenus politiques? Ceci dit, Khoyaliès, justement, Tebboune, est-ce que c'est lui qui les a emprisonnés? Est-ce que c'est un pouvoir occulte qui l'a contraint? En tout cas, est-ce que sa candidature au deuxième mandat est pour autant moins légitime? Alors, avant de répondre à ta question, moi, il y a une question subliminale à savoir pourquoi Tebboune a précipité l'organisation de l'élection présidentielle au mois de septembre. Parce que le scrutin, il était prévu au mois de décembre 2024. Il a avancé de 3 mois plus tôt contre toute attente. Qu'est-ce qui a fait en sorte pour anticiper cette élection présidentielle? Est-ce que c'est lui qui a pris la décision? Est-ce qu'on lui a dicté? Est-ce qu'une partie du clan militaire? Moi, je suis incapable, honnêtement, de vous dire il y a combien de clans militaires au sein de cette grande institution militaire. Est-ce qu'il y a un clan A, un clan B, un clan C? Ce que nous savons, c'est que contre toute attente, M. Tebboune, que je ne considère pas président, que je considère chef d'État, n'est pas président parce que pour être... C'est quoi la différence? C'est quoi la différence président et chef d'État? Être président, c'est avoir la légitimité démocratique et la légitimité populaire. Deux. C'est ça, il ne les a pas. Il n'a pas la légitimité populaire, il n'a pas la légitimité démocratique. Donc c'est un chef d'État, tout simplement. C'est comme ça que je considère que M. Tebboune... De fait, voilà, ou comme il vient de dire... Mais tu ne penses pas que c'est radical de dire cela aujourd'hui? Non, mais c'est un chef d'État aussi. Mais ce n'est pas radical de contester sa légitimité. Voilà, le Hirak s'est arrêté, l'opposition, même si elle est bâillonnée, elle n'a pas pu mobiliser. Peut-être qu'il y a un nombre important d'Algériens et d'Algériennes qui l'acceptent. Oui, peut-être, mais moi je reviens les premiers temps de l'APS qui s'est posé la question de son élection. Après, est-ce que le taux était suffisant pour que Tebboune soit président de la République ou pas? Tout ce que je sais, c'est un choix militaire. Le choix, c'est de Gaït Salah qui a décidé d'introniser Tebboune comme futur président de l'Algérie, tout simplement. Donc la réalité, elle est là. Il n'y a pas de légitimité populaire. Moi, j'entends des militants qui disent ما عندوش الشرعية ما عندوش الشرعية جا فوق الدبابة اللي يجي فوق الدبابة, c'est-à-dire il a été amené sur un charrette militaire ou sur une voiture militaire, peu importe, l'essentiel, il n'a pas été porté de façon unanime par un peuple qui voulait le changement. S'il fait le deuxième mandat, ouais. S'il va annoncer ça, alors selon nos informations, il prépare son annonce entre le 5 et le 7 juillet. Voilà. Ce qui risque quand même de gâcher cette belle campagne pour les détenus politiques. Tout à fait. Parce que ça va poser des questions avec un président qui emprisonne des détenus. Est-ce que c'est légitime de rester au pouvoir? En tout cas, s'il se présente pour un deuxième mandat, est-ce que le problème de sa légitimité va continuer à se poser selon toi, de ton point de vue? Pour moi, le fait qu'il a anticipé, ça veut dire que l'affaire est pliée. Ça veut dire que ce président sortant, pour rester un petit peu correct dans la sémantique des mots, ce président sortant, il soit reconduit pour briguer un deuxième mandat. D'ailleurs, le passage de Dominique de Villepin à Alger laissait entendre qu'il sera le bienvenu de venir à Paris pour régler certains dossiers contentieux. Il était à Alger, Dominique de Villepin. Il a parlé aussi qu'il faut un petit peu assainir les relations, le contentieux entre l'Algérie et la France. Et aussi, le fait de dire qu'il a prévu sa visite en automne, au mois de septembre, ça veut dire qu'il est dans l'anticipation. Qui dit anticipation, ça veut dire qu'il est dans son esprit, il va être président de la République. Pourquoi il n'annonce pas sa candidature? Oui, attends, oui aussi. Tu as dit tout à l'heure que c'est n'importe il n'a pas annoncé, certes. Pourquoi? Mais quand il dit que j'ai des projets pour le peuple algérien,
j'ai une perspective d'avenir, des projets en 2026. Il se projette. Quand il se projette, certes, il n'a pas annoncé sa candidature publiquement, mais quand il dit que j'ai des projets, des perspectives de projets en 2026, ça veut dire forcément, il n'a pas déclaré sa candidature, mais il l'est déjà, il le pense. L'affaire est pliée, c'est-à-dire, voilà, c'est pour faire bonne figure, le régime ou le système ou le pouvoir, peu importe, parce qu'au fait, les autres candidats qui veulent candidater pour la présidence, leur nom est décidé, est accepté par les militaires. Ils sont acceptés. Tout le monde est accepté. Enfin, ceux qui veulent être candidats pour candidater pour le poste de président de la République, ils doivent passer par la case militaire. Donc le choix est approuvé. Ça veut dire juste pour faire bonne figure, pour montrer que l'Algérie est... Surtout, c'est pour satisfaire la consommation sur le plan international. Quant à satisfaire sur le plan consommation intérieure, je pense que le régime, il s'en fout royalement ce que vit le peuple. Pour moi, en tout cas, le peuple, je ne sais pas, moi, je n'ai pas fait des statistiques, c'est un non-événement. Ce n'est pas l'élection présidentielle qui va régler le problème profond que traverse l'Algérie. C'est un problème multidimensionnel. Le premier, c'est un problème d'ordre politique. Après, vous avez un problème d'ordre économique. Après, vous avez un problème aussi social, un problème environnemental. On a besoin une cascade de transitions. Une transition politique, économique, sociale, écologique. Donc lui, il se présente juste pour briguer un deuxième mandat avec l'aval de l'armée. Tout le monde sait que l'armée, c'est elle qui décide. Ce que dit Ilyes Mohand, quand même, l'élection ne sert à rien. Tu l'as dit toi aussi, il vient de le dire lui aussi. C'est quand même désespérant. C'est quand même assez grave quand on est en 2024, après plus de 62 ans d'indépendance, c'est cela, 62 ans d'indépendance, on en est à dire que l'élection HAD, ça ne sert à rien. Alors qu'on est 47 millions d'habitants, qu'il y a plein de défis, qu'il y a plein de problèmes, qu'il y a plein d'urgences. Mais, Mohamed, pourquoi cette élection ne servirait à rien? Les partisans de Tebboune et Golek Tebboune nous a ramené la stabilité. Au moins avec lui, c'est pas pire. Peut-être ça aurait pu être pire sans lui. Mais où est donc cette opposition? L'opposition, s'il y a vraiment une crise, si le régime n'était pas légitime, si le régime n'était pas populaire, si le régime n'était pas crédible, pourquoi il n'y a pas une opposition qui se manifeste, qui organise un bras de fer avec le pouvoir et qui profite de cette élection pour renverser les rapports de force, comme ça a été fait récemment au Sénégal, par exemple? Une élection, c'est le moment de faire des changements, non? Alors pourquoi c'est pas possible en Algérie, cela? Pourquoi c'est pas possible? Oui. Parce qu'on a vécu une période très difficile. On a vécu une guerre civile, une véritable guerre civile. Et le pouvoir en place, au lieu d'aborder cette épreuve historique comme une épreuve qui concerne la société, l'a abordée comme quelque chose qui l'aborde lui. Ça veut dire que dans la confrontation qui nous a été imposée par des islamistes, la résistance ne s'est pas faite au nom d'un projet, mais elle s'est faite pour la conservation d'un pouvoir. Et ça, c'est un piège pour la nation. Il y a eu des cas historiques. La guerre civile américaine a tranché un débat entre le nord industriel et le sud esclavagiste. Et ça a fait les États-Unis d'aujourd'hui. La grande guerre en Europe a tranché par rapport au nazisme, par rapport aux différentes formes de fascisme. Et ça a fait l'Europe d'aujourd'hui. Mais dans la confrontation entre le projet théocratique et ce qui lui a été opposé dans la société, les choses ont été abordées pour la conservation d'un pouvoir. Et justement, aujourd'hui, on le voit clairement. On le voit clairement. Pourquoi on le voit clairement? Parce que même du côté du pouvoir, quand on essaye de lire leur lutte, quand on essaye de lire leur confrontation, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de projet. C'est des confrontations de sphères d'influence. Pourtant, ces derniers temps, je le dis de façon objective, quand j'observe le Tebboune de 2020-2021 et le Tebboune de 2024, j'ai l'impression qu'il est plus explicite. On aura un PIB soi-disant de 400 milliards de dollars, on va devenir deuxième puissance économique sur le continent africain.
Il parle beaucoup du Sahara occidental et de la Palestine. Il y a eu l'opportunité. Il a un agenda. Il y a eu l'opportunité de 2008 avec les prix des hydrocarbures qui ont augmenté à un niveau inimaginable. C'était un niveau historique. En 2022, c'était presque similaire aussi. Hein. Presque le même niveau. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Parce que c'est le même pouvoir. Le pouvoir n'a pas changé fondamentalement. Qu'est-ce qui a été fait? Des infrastructures, une autoroute est-ouest, des stations de dessalement de l'eau de mer, des barrages. Ce qui a été fait, au lieu de profiter de manière raisonnable de cette opportunité et de se dire que les hydrocarbures sont dans une phase où durablement ils sont à un niveau élevé, à un niveau cher, ça veut dire que tu as un baril de pétrole qui est cher, tu vends, tu augmentes tes quantités si tu veux faire de la prospection parce qu'il y a un problème de renouvellement des réserves par rapport au cas algérien, mais tu ne fais pas la politique qui a été menée. La politique qui a été menée, c'était quoi? C'était de fiduciariser nos réserves de richesse, qui étaient le pétrole qui était sous terre, parce que tant que le pétrole est sous terre, son prix peut baisser, mais raisonnablement, il ne peut qu'augmenter. Par contre, ils ont fiduciarisé, on a eu l'histoire des 1200 milliards de dollars de réserves de change. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les 1200 milliards de réserves de change? Ben, ils les ont dilapidés. Il y a eu des 1200 de dépenses, pas de réserves de change. Les réserves de change étaient à 200. Oui. Ça, c'était l'ensemble des dépenses publiques pendant 20 ans, les 20 ans du régime Bouteflika. Voilà. Non, l'argent qui a été tiré de la vente du pétrole, c'était ça, c'était 1200 milliards. Oui, mais ce n'était pas les réserves. Les réserves, c'est la partie qui était cachée. Oui, c'était la partie qui n'est pas budgétisée. Voilà, c'est la totalité des dépenses. Okay. Les fameux 1000 milliards qui ont été dépensés à l'époque du régime de Bouteflika. Pour 1200 milliards de pétrole. Ouais. C'est ça, si on parle de manière terre à terre, pour 1200 milliards de pétrole. Enfin, si on va être plus précis, après c'est un débat, c'est vrai. Normalement, les 200 milliards proviennent des 1000 milliards. Mais après, c'est vrai que la question se pose. La question se pose. L'essentiel. On a la richesse, on a une richesse qui est le pétrole. On en a fait des billets verts, et ces billets verts, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont dilapidés. Tu imagines ce qu'on peut faire avec 1000 milliards de dollars? Donc pour un pays comme l'Algérie? Mais on peut construire 2 fois l'Algérie. On peut construire 2 fois l'Algérie, en termes d'infrastructures, en termes de moyens de production, en termes de tout. C'est-à-dire que ce qui a été dilapidé, c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser prendre dans le piège du pouvoir. Tu me dis on a une telle richesse, on a épongé la dette, etc. Tu as épongé la dette pour la mettre dans tes comptes. Mais je ne sais pas où est-ce qu'ils ont leur compte. Tebboune va te dire, ça c'est pas moi. Ça c'est l'ancien régime. Pourquoi il n'était pas ministre? Lui il dit que c'est la Aïssaba. Pourquoi il dit que ce concept de Aïssaba, c'est pour éviter de discuter de la réalité du système. Ce concept de Aïssaba, il a été fabriqué par les officines du système. خرجوه في الفم تاع قايد صالح في ورقله, il l'a sorti, le fameux enregistrement fuité, qui a été fuité. Jamais ces choses-là ne fuitent. Jamais ces choses-là, on les fuite. Tu vois. Mais ce concept de Aïssaba est un concept qui est complètement inopérant, ce qui veut dire qu'il ne nous permet pas de comprendre les choses. Aïssaba, ils ont combien d'officiers supérieurs en prison? Plus de 150. Bon, théoriquement, ils auraient dû venir à bout d'une Aïssaba, ou de 2 Aïssaba, ou de 3 Aïssaba. Avec ce nombre d'officiers supérieurs. C'est une méga Aïssaba. Or, le problème. C'est comme la méga pizza. Voilà. Or, le problème, c'est que la vérité, c'est que ces opérations se passent à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est à l'intérieur de l'Aïssaba, parce qu'il peut y avoir des officiers qui sont en prison, qui n'ont rien à voir avec la mafia qui est au pouvoir, qui peuvent être totalement des victimes de cette mafia. Comme il peut y avoir des gens qui sont en prison parce qu'ils font partie de l'Aïssaba, comme l'ancien secrétaire général du ministère de la Défense, par exemple, comme l'ancien financier du ministère de la Défense. Le général Baudois, oui. Oui, mais ces gens-là, il est certain qu'ils font partie des centres de décision et qu'ils ont perdu la partie, momentanément, définitivement. Ça, je ne sais pas. Mais est-ce que Tebboune peut être tenu responsable de cela? Et bien sûr. Mais bien sûr. Comment? C'est-à-dire? Alors, premièrement, il peut être responsable si on veut que les ministres aient un pouvoir de décision en Algérie. Je ne sais pas si c'est le cas. Il était ministre. Et pas n'importe quel ministre, il était ministre de l'Habitat. De 2012 jusqu'à 2017. De l'Habitat. Pourquoi je dis que ce n'est pas n'importe quel ministre? Parce que l'un des plus grands problèmes que nous rencontrons en Algérie, c'est la question de l'habitat, c'est la question du logement. C'est un poste stratégique. Et c'est le secteur qui a englouti des milliards et des milliards. Voilà.
Donc, de ce point de vue-là, il est responsable. Et d'un autre point de vue, à partir du moment où j'accepte de servir de marionnette pour les décideurs, je suis responsable. Je ne peux pas dire non, je ne suis pas responsable. Moi, je ne suis que la marionnette. هو كي يواجه الجزائريين واش يقول؟ يقول انا الرئيس. Ben انت الرئيس راك مسؤول. C'est ce que tu dis. كي تقول باللي انت الرئيس ولا كي تقول باللي انت الوزير ولا كي تقول باللي انت الولي، المسؤوليه تاعك كامله. الوغ على بالك باللي القرار راه موراك. يا اخي اوني توس داكور كو الجزائريين كي يهضروا بيناتهم يهضروا على ماش؟ يهضروا على لي ديسيدور. يا اخي ما يهضروش على لي ساتيليويت، يهضروا على لي ديسيدور. ما يقولكش الكونساي دي مينيستر ديسيدي، يقول لك واخيرا راهي تزاقت ما بين دي ار اس وما بين الامديان وبالك لو كوموندمون دي فورس تيرس واقيلا il est sur tel point de vue etc. Les Algériens ne se trompent pas, ils parlent pas des 7 et des 8. À la limite, justement, les Algériens ne se trompent pas, Mohamed, mais yes, les Algériens sont absents. La contestation s'est arrêtée. Je veux dire, il n'y a plus de contestation. Dire, sur quoi on va se baser aujourd'hui, réellement, pour dire que Tebboune n'est plus légitime, que son deuxième mandat n'est pas légitime, ou là qu'il ne doit pas faire. Sur quoi on doit se baser? Et le principal critère, c'est la contestation populaire. La contestation populaire, elle est absente, elle a disparu. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela, Elias? Toi, tu poses la question, est-ce qu'il y a une contestation? Oui, il y avait toujours eu la contestation. Maintenant, la contestation, elle a baissé parce qu'il y a la répression aussi. Parce que la contestation se fait généralement par le biais des rues. C'est fini. En fait, le but du régime, du pouvoir ou du système tel qu'il est, c'est de mettre fin au hirak. Donc, ils ne veulent pas. Le régime ou le pouvoir ne veut pas d'alternative. Il ne veut pas, mais il veut rester dans la continuité. Un, deux, garder le pouvoir tant qu'ils ont le rapport de force. Le rapport de force, c'est très simple. L'argent, la finance et les médias, la puissance. Donc, ils ont tout. Maintenant, Tebboune, est-ce qu'il est responsable de l'ancien régime ou pas? Nous savons que c'est un énarque. Quelqu'un qui a occupé les plus hautes fonctions de l'État, il était Wali, après ministre de l'Habitat. Ministre de l'Habitat, c'est un ministère qui engloutit beaucoup d'argent, où la corruption, elle est quasi présente dans ce secteur-là. Ben oui, chouf. Après le choix, c'est un choix. C'est le Gaïd Salah qui l'a nommé, qui l'a désigné. Tout le monde le sait. Maintenant, est-ce que toi, tu me dis, est-ce que quel injazat? Quand il parle... Justement, son bilan, son regard sur son bilan, il est mauvais à 100%? Non, justement... Honnêtement, est-ce que son bilan est mauvais à 100%? Le bilan, c'est quoi un bilan? Un président dans un autre État démocratique, quand il veut remettre, il veut briguer un deuxième mandat, il donne la parole chab, il vient avec son bilan. Son bilan, c'est quoi? Sur le bilan politique. Le bilan politique, il y a un fossé qui est en train de se creuser entre le peuple et le pouvoir. Comme je te dis tout à l'heure, il y a une rupture de confiance. Il n'y a plus le chab, il ne croit plus au pouvoir. Mais pour lui, ce n'est pas la solution. Rahil, هذا النظام هذا يقول ما نقولش أنا إسقاط النظام mais Rahil النظام, c'est-à-dire il ne croit plus, il y a plus, aucune solution ne peut venir de ce régime pour résoudre le problème de l'Algérie. Sur le plan économique, il y a quoi? Le plan économique que nous avons vu durant la Covid, nos concitoyens, quand ils arrivaient sur le seuil de l'hôpital, parce qu'il n'y avait pas d'oxygène. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, que nous, ici, la diaspora, qui a partie prenante pour le combat, pour sauver les compatriotes en Algérie, il n'y avait pas d'oxygène. Ils achetaient des bouteilles d'oxygène pour sauver des vies. Quand on parle Al-Quwa Dariba, la première force de frappe hospitalière africaine, il faut montrer, nos hôpitaux, c'est des mouroirs. Dans des conditions pareilles, comment un président, il a abandonné les Chab Ntaou, il est parti se soigner en Allemagne. Mais elle est où la souveraineté? انت تقول اني عندي la souveraineté nationale. المنظومه الاولى ويقول لك يعطيك الصحه ويقول لك حنا la souveraineté nationale, la souveraineté économique. هو راح, il est parti en Allemagne se soigner, aucune nouvelle. À chaque fois, il est revenu des mois après
pour dialoguer avec son peuple. Il a dit j'ai récupéré. Je me rappelle quand il disait. Donc, est-ce que, justement, quand on voit ce que tu es en train de dire, Elias, juste une question dans le prolongement, est-ce qu'il n'annonce pas son mandat, ou là, est-ce qu'il n'annonce pas sa candidature pour son deuxième mandat? Voilà, un lapsus peut-être révélateur. Parce que justement, il attend de faire quelque chose pour avoir un bilan. Il se dit, voilà, la DL3, il part à Sidi Abdallah, il inaugure des logements, il inaugure une gare à Khanjna, il essaye d'accumuler un certain nombre d'actions positives. Je peux? Ah, oui, avec plaisir, bien sûr. Regarde, je vais te donner un exemple. Est-ce que c'est pas cela? Je vais te donner un exemple. Ouais. Parce qu'il ne faut pas qu'on n'ait pas de mémoire. Ouais. Peugeot avait annoncé... c'est Renault ou Peugeot qui avait annoncé l'usine de Tanger? C'est Renault. Non, c'est Renault. Oui, c'est Renault. C'est Carlos Ghosn. Oui, Carlos Ghosn. Donc, ils ont annoncé... l'usine d'Oran. Non, l'usine de Tanger, Ta'el Mgharba. Ah oui, c'était la première, c'est le projet de la République de Carlos Ghosn. Oui, pour fabriquer 400 000 voitures destinées à l'exportation. Destinées à l'exportation. C'est 25 000 voitures pour l'exportation, même pas pour l'exportation, pour le local. Justement, c'est ça le problème. Ce qui veut que, dans les effets d'annonce, il faut qu'on revienne un petit peu à ce qu'on a subi. Tu as un projet intégré qui est celui de Tanger, qui est un projet écologique, bien pensé, qui a développé un tissu industriel tout autour, sur l'ensemble du territoire marocain, qui est une grande réalisation. On ne peut pas... Le Maroc exporte beaucoup de voitures. C'est une grande réalisation. Ils sont positionnés sur le marché africain. Et Tebboune a ramené Fiat. Voilà. Tebboune a ramené Fiat. C'est comme Fiat pour يمكس الجزائريين. Ce qui veut dire qu'une Fiat qui te vend... Non, c'est pas sérieux. Ce qui veut dire qu'un projet, c'est une vision. Ni Fiat, ni l'usine Arjo ne sont un projet industriel. Ah non, les Marocains, ils ont fait une usine de voitures. On va faire Ils ont fait un atelier à Oran. Ils essayent tant bien que mal de sauver Tiaret avec plusieurs projets, Euro, etc. Quel est le projet qu'ils ont réussi dans ce domaine? C'est le projet de Mercedes. Pourquoi ils ont réussi? Pourquoi ils ont réussi le projet de Mercedes? Pas réussi, entre guillemets, c'est pas ce qu'on définit comme réussite après. Qu'est-ce que tu définis comme réussite? Il produit des véhicules pour l'armée. Apparemment, l'armée n'a pas besoin il produit quelques véhicules utilitaires pour aussi les besoins de certaines entreprises publiques. Voilà. Mais on n'exporte pas, c'est pas beaucoup de voitures. Mais par contre... Oui, mais par contre... on n'entend plus parler de ce projet depuis le début de la crise avec les Émirats. Mais par contre, pour faire des Mercedes, au lieu de faire une ligne droite entre Hambourg et Alger, on fait une ligne vers Dubaï. Et de Dubaï, on fait... Parce qu'il y a un fonds d'investissement émiraté, c'est lui qui a l'initiateur de ce projet-là. Et ce projet-là, si vous avez remarqué, encore une fois, il n'est plus médiatisé depuis le début de la crise, depuis 2022, avec les Émirats. Donc c'est ce type de bilan qu'ils ont. En fait, il faut savoir, sur le plan économique, l'Algérie a perdu quasiment tous les arbitrages internationaux. Il faut le savoir. Oui, ça c'est vrai. On en a déjà parlé. En une année, ça nous a coûté entre 400 à 500 millions de dollars. Le projet Al-Hajjar de Annaba, c'est une faillite. On l'a vendu à l'Akshimi, l'industriel anglais d'origine indienne. Quand il l'a acheté, il a imposé que le passif, les dettes, soient purgées par le trésor public. Après, je ne sais pas, il a arrêté le four, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a arrêté. Après, il a revendu pour $1 milliard, c'est-à-dire $0, il a racheté. Est-ce que c'est de la faute de Tebboune? Oui, au fait. Tous les deux, vous parlez. Non, mais tous les deux, vous parlez comme si le régime de Bouteflika, le régime de Tebboune, c'est une continuité. C'est une continuité. Alors que lui, il ne cesse de diaboliser Bouteflika et son régime. Il n'est pas dans la rupture. Mais lui, il lui dit quelque chose dans la rupture. Il n'est pas dans comment? En tout cas, sur le plan politique, il est dans la rupture. Non, pas du tout. Sur le plan économique, les importations, il a verrouillé. La presse, elle est domestiquée. Les partis politiques, il est différent de Bouteflika, Tebboune. Bouteflika ne faisait pas des interviews chaque semaine. Il ne parlait pas aux journalistes comme parle, etc. Il y a une différence quand même. Tu peux être dans le plateau qui interviewe... Malheureusement, non. On n'est même pas à Alger. On n'est même pas à Alger, nous. Donc tu vois bien les journalistes qui l'interviewent. C'est de la mise en scène. Et il ne faut pas qu'on oublie les choses. Tebboune n'est président que parce que Mehoubi
les gens qui voulaient Méhoubi n'ont pas réussi leur coup. Ça veut dire que les Algériens... Méhoubi, l'ancien candidat aux élections présidentielles de décembre 2019. Oui, ça veut dire que les Algériens, au moment où on demandait aux Algériens de voter, au moment où on demandait aux Algériens, allez, vous êtes souverains, vous allez aux urnes, vous allez voter, en vérité, dans les coulisses, parce que c'est une pièce de théâtre, d'accord, dans les coulisses, eh ben, il y avait des jeux à 11h, jusqu'à 11h qu'on dit, c'est ça? À 11h, il n'était pas certain, je connais les